Descente aux enfers pour les Merengues. Leurs 15 étoiles, signe de 15 victoires dans cette compétition, n'ont pas réussi à pousser l'équipe vers une qualification battue. 3-0 à l'aller, ils ont été battus à Madrid chez eux 2-1. Score total 5-1 face à ces Gunners. Thomas de Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. Bon, vous avez déjà beaucoup tenu compagnie avec nos auditeurs, mais nous allons encore vous monopoliser quelques secondes. Cette équipe du Real Madrid, on en parlait avant, on avait tous un peu de mal à croire qu'il reviendrait sur le score de 3-0, mais quand même, on a la sensation après 90 minutes qu'on n'a pas vraiment vu cette équipe capable de renverser la situation et encore moins de renverser Arsenal. On a la sensation qu'ils auraient pu jouer 180 minutes sans mettre en danger une seule fois Arsenal. Le seul but, c'est un but alors que Vinicius va chercher dans les pieds de Saliba, d'accord, mais il y a un vrai problème d'inspiration en fait dans le jeu du Real Madrid. Je ne sais combien de centres, on a cessé de les compter au bout d'un moment, de centres un petit peu désespérés en espérant toucher à un coéquipier dans la surface de réparation, alors que vous avez la patrouille, la Royal Air Force de l'autre côté avec un Saliba qui est impérial dans les airs. Enfin voilà, problème d'inspiration, problème aussi sans doute physique. On les a vu perdre énormément de duels. Clairement, ce Real là n'était pas armé pour une remontada, et tous les discours d'avant-match à la lecture du scénario de ce soir nous semble nous ressemble à de la communication bien préparée, mais en sachant pertinemment que ça n'allait pas fonctionner, quoi. Nabil Djellit, votre regard sur cette rencontre? Il n'y a pas eu match. C'est-à-dire que quand à la mi-temps vous êtes à domicile, vous êtes le Real Madrid, que vos forces offensives sont des joueurs censés être au niveau Ballon d'Or, que vous terminez la première mi-temps avec 0 tir cadré, que votre meilleure situation, c'est peut-être un penalty que monsieur Le Texier a failli vous offrir. Heureusement qu'il a été repris par la VAR. Donc en fait, Thomas a très bien résumé les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu rester toute la nuit à les regarder jouer. On a compris. On se serait endormi avant. Ouais, que ça passerait pas. Et on a surtout aussi compris qu'en face, il y avait une grosse équipe. David Lortolari? Ouais, c'était difficile de penser à un renversement par rapport au cours de la saison, Annie, par rapport à ce que l'Aller nous avait montré, par rapport à l'équilibre d'Arsenal qui s'est confirmé ce soir. On a des joueurs magnifiques en attaque. On a vu aussi, alors il y a évidemment le petit épisode Saliba, la petite erreur de défense où il perd un peu, il est un peu dans un trou noir l'espace d'une demi-seconde au milieu de deux attaquants du Real. C'était presque le meilleur attaquant du Real. Mais j'ai la sensation même que la victoire finale d'Arsenal correspond à ce qu'on a vu, c'est-à-dire on s'est dit plusieurs fois à 0-1 pour Arsenal, on se dit tiens, il va y avoir l'orgueil du Real qui va se réveiller. Finalement non. Un partout, OK, on dit tiens, le Real va un peu se réveiller. On les voit là, Bamos. Voilà, exactement. On a vu le visage de Bellingham se dire tiens, est-ce qu'il va rameuter? Mais il y avait pas en fait, il y a un moment Bamos, c'est bien, jouer au football bien, c'est mieux quoi. Non, mais ils ont juste été rattrapés par la patrouille tout simplement. Déjà à l'aller, on rappelle qu'il y a eu 3-0, donc ils étaient dans une situation plus que délicate. Alors ils ont su mobiliser les énergies, l'environnement entre eux, ce qui démontre évidemment que c'est un club immense, et ils ont eu bien raison de mobiliser. Oui, et ça le reste, le club, mais l'équipe. L'équipe, Annie, de toute façon, on a très bien compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que c'est les tenants du titre. Déjà, la saison dernière, ça tenait sur un fil. Et ils ont perdu des joueurs hyper importants. Je sais pas si on en parlera, mais en tout cas, on va y venir. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une équipe qui est en tout cas beaucoup moins opérationnelle que la saison dernière. Thomas de Saint-Léger, avant de vous libérer, racontez-nous quand même cette ambiance que vous avez vue dans ce stade et qui a dû tourner évidemment à la tristesse, puisque on vous entendait dire que certains joueurs, certains spectateurs partaient avant la fin, et ça faisait la différence sans doute avec l'enthousiasme avant. Et je pense à ce supporter malien que vous avez rencontré et qui a déboursé beaucoup d'argent pour voir ce match. Oui, c'est un petit peu la cocotte minute qui s'est mis à siffler un petit peu trop rapidement et qui s'est complètement éteinte quasiment avant la mi-temps. Finalement, je crois que tout le monde ici a compris que ça n'allait pas être ce soir, que ça n'était pas pour ce soir la remontada, et l'ambiance, elle était phénoménale. Des 15 minutes qui ont précédé le coup d'envoi à la 15e minute de jeu, je crois que même le
le penalty arrêté par Courtois sur la Panenka de Saka a un petit peu relancé la foule, puisque évidemment il est allé haranguer le public. Courtois, on s'est dit tiens, peut-être ça peut tourner sur cet événement-là, mais assez vite on s'est rendu compte que non. D'ailleurs, ça s'est éteint à partir d'un moment très précis. Il y a eu un très long temps mort sur la décision du penalty ou non à accorder. Non, la décision. Nous, on était tous d'accord. Hein. Je sais pas si vous nous écoutez, on était tous d'accord. Il y a jamais penalty. Mbappé, il est à 2 mètres du ballon. Et donc il y a eu un très long moment pour prendre cette décision. Et ça a cassé le rythme du Real qui, n'était pas en train d'emballer la rencontre. On va pas survendre non plus. Mais on sentait que quelque chose pouvait se passer à ce moment-là. Ça a complètement cassé le rythme. Et derrière, tout le monde s'est endormi. Voilà, c'était le bel endormi, le Bernabéu ce soir. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International, et puis un salut à Pierre Chaperon, bien sûr, le correspondant qui a si bien commenté avec vous cette rencontre du côté de Madrid. Madrid, des Espagnols, allons vers notre ami de Radio Foot qui travaille pour le service en espagnol, Manu Terradios, qui était avec nous en première partie. Bonsoir Manu. Buenas noches, bonsoir à tous. Buenas noches. Decepcionado? Oui, pas dépité, comme on entendait tout à l'heure, parce que c'est une confirmation de ce qu'on a vu les derniers matchs, les dernières semaines, les derniers mois. C'est pas dépité, serré. Les PSG s'étaient tombés face à Liverpool. Madrid, je crois que les supporters, c'est vrai qu'il y avait cette mystique avant les matchs, mais bon, là, ça rentrait dans cela qui pourrait se passer. Elle a des limites. Oui, on parlait l'avant-match, non? On disait cabeza, corazón, cojones, non? Tête, cœur, courage. Il y a du cœur, il y a du courage, mais il n'y a pas de tête, il n'y a pas de foot, et c'est pas que ce soir, c'est depuis des semaines. L'histoire de la VAR, les pénaltys, je suis d'accord avec les faits que ça c'était pas des pénaltys, mais il y a une erreur énorme de protocole, parce que dès qu'il y a une action qui existe, et c'est à l'arbitre de juger l'intensité, la barre, elle doit pas rentrer, et ça c'est une question de protocole. C'est 5 minutes que les matchs étaient arrêtés, qui ont complètement tout cassé. Je sais pas si c'était les meilleures minutes. C'était probablement les meilleures minutes du Real Madrid, mais qui étaient pas très bonnes non plus. Et à partir de cela, pour moi, l'Arsenal c'est clair qui a bien mérité de se qualifier. 2 questions à surveiller maintenant. Et Mbappé, la blessure, parce qu'il y a la finale de la Coupe du Roi qui arrive dans 10 jours. La cheville qui a tourné. Et Ancelotti, moi, j'avais entendu déjà, on m'avait dit que la décision était déjà prise. Là, je crois qu'elle est prise doublement. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, et attends voir qu'est-ce qui se passe pour la Coupe du Monde de club et s'il sera. Ah oui, c'est intéressant. Ça pourrait c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs quand même, on le rappelle, il a déjà été annoncé à plusieurs reprises du côté du Brésil. Oui, comme sélectionneur. Voilà, comme sélectionneur. Et Xabi Alonso, mais on n'y est côté pas, Real Madrid. Annoncé, mais surtout, c'était un rêve. Il l'appelait. Maintenant, est-ce que vraiment il a rêvé d'être sélectionneur du Brésil? En tout cas, jusqu'à présent, peut-être pas. Oui, ça sera intéressant, effectivement, de suivre ce qui se passera autour d'Ancelotti. Mais pour l'instant, on va écouter une première réaction dans ses rangs des Merengues, et c'est celle d'Aurélien Tchouaméni. On est déçus parce que en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Champions League. Après, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les 2 confrontations. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions et de renverser la tendance aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Donc félicitations à eux. Et on va continuer jusqu'à la fin de saison pour donner le maximum pour gagner des titres. Manu Terradios, est-ce que pour une équipe comme le Real, la saison est fichue parce qu'on est éliminé en quart de finale quand on a gagné l'année dernière, quand on en a déjà gagné 15, quand on en gagne beaucoup? Facilement, et ça passe pour les supporters du Real et de Barcelone. La chose la plus importante pour un supporter de Madrid ou Barcelone, c'est gagner la Ligue des Champions. La deuxième chose la plus importante de la saison, c'est pas gagner la Ligue, c'est que l'autre ne gagne pas la Ligue des Champions. Et ça, s'il y a quelqu'un qui vous dit non, mais la Ligue, il faut être régulier, c'est hyper important. Non, ça c'est comme ça. Donc déjà la saison ne sera pas bonne.
Après, si à la fin de la saison, les Barcelone s'est fait éliminer, les Real gagner la Ligue et la Coupe, ok. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pas sur les bons chemins ni pour gagner la Coupe, ni pour gagner la Liga. Ouais. C'est dur d'être un grand club espagnol et surtout d'être toujours dans cette dualité. Nabil, ce soir, il le dit, Aurélien Tchouaméni, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs, ceux d'Arsenal, et c'est ce qu'on a vu dès le départ, finalement. Sur la double confrontation, de toute façon. Ils ont osé dès le départ pratiquement aller à l'assaut. Oui, et puis la question c'était de savoir comment, parce que c'est une équipe assez jeune quand même, Arsenal, un peu plus âgée que celle du Paris Saint-Germain. Bon, elle est sur un cycle haut puisqu'elle est construite depuis plusieurs saisons. Il y a eu des échecs, ils ont toujours pas gagné le championnat d'Angleterre. Ils vont probablement terminer deuxième. Donc de toute façon pour eux c'est une compétition majeure. Et puis il y a une histoire contrariée, rappelons-le, entre Arsenal et la Ligue des Champions. Hein. C'est un club qui l'a pas vu il y a très longtemps. La saison dernière, ils étaient revenus. Ça faisait 7 ans qu'ils étaient pas là. La question c'était de savoir est-ce que mentalement ils allaient gérer les émotions dans un. C'est quand même, il y a quand même un côté comment dire. Vous êtes forcément impressionné quand vous allez jouer à Madrid. Vous allez jouer contre le meilleur club du monde et face à vous, il y a quand même des extra. Enfin, le plus grand, le plus meilleur, pas forcément. Dans l'histoire des Coupes d'Europe, en tout cas, oui. Et vous avez aussi des joueurs extraordinaires. Et puis surtout, vous avez le passé récent de cette équipe qui a été capable, sur des faits de jeu, de retourner des situations qu'on pensait perdues. Donc tout le monde, parce que moi, je sais pas vous autour de vous, mais tout le monde m'a envoyé des messages, ils vont le faire 3-0, tout le monde. Enfin, comme si c'était écrit avant, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tellement contaminé, créé une mystique, hein. Contaminé les cerveaux des gens que de toute façon tu dis 2-0, ils vont avoir un coup de pouce de l'arbitrage. Il y en a qui écrivent même les scénarios avant, mais là ils ont été alors c'est Flick qui entraîne le FC Barcelone, mais ils ont été rattrapés par la patrouille là. C'est-à-dire qu'en fait ils ont été rattrapés par leur niveau réel, qui est un niveau en fait insuffisant pour aller plus loin. Et je trouve que c'est la pire équipe. Par rapport aux 8 là, des quarts de finale, en termes de football, j'ai trouvé que c'était la plus mauvaise équipe, le Real. Mais oui, et on a l'impression, David, que bon, ça va, ça passe, ça peut passer, mais il y a un moment où on se dit la plaisanterie a assez duré, quoi. Cette année, c'était pas possible. Depuis le début de saison, on les observe. Alors, ils ont été même en tête de la Liga à un moment, et puis ils l'ont perdu depuis de nombreuses semaines, cette tête de la Liga. Là, il y a plein d'équipes joueuses. Alors on va pas réécrire, refaire le scénario, changer les équipes, les face à face, mais on imagine qu'un PSG joueur serait supérieur au Real de ce soir, qu'un Bayern joueur est supérieur également, qu'un Barça est supérieur également. Les aurait battus. Voilà, donc et moi ce qui me frappe un petit peu, alors après il faudrait une analyse peut-être plus longue, mais parce qu'il y a la fin de cycle aussi avec Carlo Ancelotti, mais on a l'impression d'une fossilisation, c'est-à-dire déjà d'une part le Real ayant gagné le trophée ne peut faire que moins bien en quelque sorte, à moins de faire la même chose, mais vous pouvez pas faire ça non plus 10 ans sur 10. Et il y a plein de joueurs là, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, c'est peut-être le moment de la saison qui veut ça, je ne sais pas. Bellingham à un degré moindre, d'autres aussi au milieu de terrain, on pense évidemment à ceux qui sont partis, on pense à Modric. On a l'impression qu'ils sont bloqués, fossilisés, c'est stop quoi pour le Real quoi. Ces joueurs-là n'ont pas pu passer le stade supplémentaire, inquiéter l'adversaire, renverser le scénario. J'ai été frappé par l'impuissance du Real ce soir à Nice, qui est quand même très très rare parce qu'on les a vu retourner des situations improbables, on les a vu retourner des scores très défavorables, on les a vu bénéficier de circonstances de jeu très régulièrement sur les X dernières années, depuis la période noire de début des années 2000 où ils butaient sur les huitièmes de finale, mais sur les 15 dernières années c'était toujours le Real qui était finalement le vainqueur à l'arrivée. Et là, ce soir, Nabil a raison d'insister sur la double confrontation parce qu'à l'aller c'était pareil. La sensation que cette équipe aujourd'hui ne peut pas aller plus loin. Et dès les premières minutes du match, j'ai ressenti cette impression que le Real ne pouvait pas faire plus. Comme s'il manquait un moteur, en fait, ou un turbo. Les moteurs, ils l'ont perdu. Ils sont, si vous me permettez, Manu, ils sont épuisés. Ils sont épuisés mentalement et physiquement pour plusieurs raisons. Ce soir, les statistiques disent encore qu'ils ont couru beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Mais vous savez-vous, comme il a fini Bellingham, mais ça fait déjà 4-5 matchs qu'on voit les mêmes visages quand il termine, il est complètement épuisé. Différents soucis, les blessures, ok, mais aussi la façon dans laquelle l'effectif a été géré. Et là, j'étais étonné aujourd'hui, triple changement au bout des 60 minutes, c'est une nouveauté pour Carlo Ancelotti. Parce que là, on voit les changements au bout des 85 minutes. L'équipe, il est épuisé physiquement cette saison, mentalement, parce que tout pouvait jouer mieux ou pire, mais quand même les dernières saisons avoue qu'ils étaient ultra compétitifs, même s'ils faisaient match nul à Manchester face à City, tu disais ok, ils sont pas
assez bon pour gagner là-bas, mais quand même l'équipe était compétitive. Et tout ça, c'est perdu. Je crois qu'il y a aussi une fatigue mentale au bout des saisons et des saisons, des gagner, d'aller jusqu'au bout, des forcer. Finalement, à un moment donné, il faut payer les prix. Bon, voilà. Mais Manu, toi qui les connais mieux que nous, bon, il y a quand même aussi une dimension politique. On n'est pas obligé, on peut pas passer à côté parce que pour les gens qui font des mathématiques, le Real, c'est une équation insoluble. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'Mbappé, il y a très vite eu une impasse tactique. Je rappelle qu'ils ont gagné sans lui la saison dernière. Tu parlais de Bellingham, qui se surmultiplie, qui s'est épuisé. Je pense que lui, si tu l'attrapes dans un coin et tu discutes avec lui en off, à mon avis, tactiquement, sa saison, il va te dire, on n'aurait pas dû jouer comme ça du tout parce que c'était pas possible et que c'était limite kamikaze. L'année dernière, il était rentré dans l'effectif. Oui, c'est exactement la même mathématique qu'on fait à Paris avec maintenant on gagne et qu'il est pas là. Et tu crois qu'Mbappé il est en train de faire une mauvaise saison avec les Real? Quel est son boulot? Son boulot, c'est marquer des buts. Il est en train de marquer des buts. Vinicius, c'est pour moi celui qui est pas vraiment bien centré dans ce là qu'il faut faire. Rodrigo, c'est pas Rodrigo de la dernière saison. Et finalement, Ancelotti, il a sacrifié des joueurs comme Valverde qu'il a fait jouer en défense parce qu'il y a la blessure de, je me souviens plus du prénom, excusez-moi. Vasquez. Non, Vasquez, il est remplaçant, Carvajal, pardon, excusez-moi. Vasquez, c'est un bon remplaçant, mais il a pas la capacité, il est pas capable de jouer. Vasquez, tu te souviens à l'époque de Zidane? 40 matchs. À l'époque de Zidane, il avait fait le boulot, Vasquez à droite, même avec Nacho. Mais il y a, il faisait le boulot. Ouais. C'est on vieillit tous. On vieillit tous. Bellingham, il a payé les prix des devoirs. Il a payé, simplement pour finir, il a payé les prix des devoirs s'est sacrifié pour combler tous ces déficits qu'il y avait aux différents niveaux en défense, au milieu de terrain et aussi à l'attaque. Nabil, il est sorti sur blessure, vraisemblablement une cheville qui a tourné. Bon, on connaît absolument pas les conséquences pour l'instant. Mais vous disiez tout à l'heure, est-ce que Kylian Mbappé sera pas finalement un peu le bouc émissaire? Bien sûr que ça va être le bouc émissaire médiatique. Mais il est pas responsable de tout. C'est vrai qu'à tous les étages, on peut trouver des éléments d'explication en défense. On peut dire qu'il y a des blessures. Peut-être qu'Ancelotti, il n'a pas été courageux ou qu'on l'a obligé à faire jouer ces quatre ensemble. Qui n'a pas été cité en fait depuis le début, c'est Florentino Pérez. Quand tu fais venir un joueur comme ça, soit tu construis l'équipe autour de lui, mais tu viens pas faire comme à l'époque là des Galactiques avec des extraterrestres devant, des joueurs moyens ou du bricolage derrière, une équipe coupée en deux et une équipe qui est déséquilibrée. Attendez, Annie, sur la double confrontation, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'ils prennent un 5-2 quoi. Ils prennent 5 buts quoi. Le Real donc 5-1. 5-1 pardon. Je me suis emballé, j'aurais rajouté un penalty qui n'a pas été bonus Real.